Humanité. Le podcast. Nous avons tous tendance à juger, critiquer, stigmatiser l'autre, en oubliant souvent que cet autre, c'est nous. Derrière nos façades sociales, nos personnalités, des histoires et des scénarios de vie différents, et pourtant juste derrière notre humanité. Mais la souffrance, ça fait peur, alors on la cache. On fait comme ça va, toujours. Faut pas que ça dure trop longtemps, que ce soit trop fort. Je sais pas à quel moment ça a basculé, mais ce podcast, il est juste là pour réhabiliter la souffrance qui est inhérente à notre condition d'humain, parce qu'elle est aussi le socle de nos plus puissantes transformations. Et puisque c'est l'ignorance qui crée le jugement et la division, alors aujourd'hui, entendez ces histoires, ces tranches de vie, et passez de l'autre côté du miroir. Bienvenue, je suis Émilie Laurette, vous êtes dans Humanité, le podcast, et je vous souhaite une très bonne écoute. Pour ce 4e épisode et pour ce premier épisode de l'année, je vous présente avant tout mes meilleurs vœux. Un nouveau champ des possibles est ouvert et on peut tout de même se souhaiter les meilleurs souhaits, à défaut de savoir ce qui va se passer. Alors j'ai souhaité entamer cette nouvelle année avec de la vie, à son premier sens, à savoir créer la vie. Et pour aller même plus loin, créer sa famille quand on le désire depuis toujours. Alors il est des chemins sinueux, semés d'embûches qui mènent au plus beau des cadeaux. Il est une force aussi qui transcende et qui permet de faire face au tragique. Dans cet épisode, Aline nous racontera son histoire, de son désir de créer une famille, à ses sentiments amoureux chaotiques et à toute la remise en question sur elle, puis sur la rencontre avec celui qui deviendra son mari, ses 3 fausses couches aussi en une année, et enfin le cadeau de sa vie, de leur vie, nommé Julia. C'est d'ailleurs aujourd'hui, Julia, que tu es née, il y a 14 mois, alors ce podcast, il est pour toi, un cadeau de ta maman pour fêter ta naissance qui a été si attendue. On reviendra sur la douleur de la solitude et d'un désert affectif, à base de questions, de remises en question, telles que « Mais est-ce que je suis aimable ? Est-ce que le bonheur, il est vraiment fait pour moi ?» Douleur aussi de perdre la vie qui grandissait en soi. Fausse couche. Quel mot atroce d'ailleurs quand on y pense. Fausse couche. Mais il n'y a rien de faux en fait là-dedans. Pas d'erreur de la maman non plus. Ça arrive, et beaucoup. Puisqu'en 2022 en France, une grossesse sur 4 se solde par une fausse couche dans les 22 premières semaines d'aménorrhée. Et une femme sur 10 risque de subir une fausse couche au cours de sa vie. Alors nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, été touchés par ça. Dans notre corps, où ça a pu être votre sœur, votre amie, votre collègue. Et pourtant, le tabou. Et pourtant, on n'en parle pas. Même le corps médical a du mal. Enfin, comme toujours, certaines personnes. Et on en parlera aussi. Parce que l'accompagnement, il commence avec eux. Et il est urgent que le personnel soit formé d'une meilleure façon à la gestion des émotions et de la douleur. Et bien sûr, on parlera de cette grossesse qui arrivera à son terme et qui verra naître Julia, le cadeau de la vie de ses parents. Bien sûr, vous entendrez dans cet épisode les souffrances, les doutes, le tsunami que tout cela provoque, mais j'espère que finalement vous ressentirez la même chose, parce qu'en fait, il s'agit que de la vie dont on parle ici, la beauté de la vie et de sa fragilité aussi. J'ai une pensée toute particulière à toutes ces femmes qui ont vécu cette épreuve traumatique de l'arrêt naturel d'une grossesse, à tous ceux qui entourent ces femmes dans cette épreuve, à toutes ces personnes qui rêvent également de fonder un jour leur famille, à toutes les personnes qui pensent que c'est trop tard, à toutes ces personnes qui ont perdu l'espoir. Je voulais vous dire que vous n'êtes pas seul et que quelqu'un quelque part pense à vous. Je vous souhaite une excellente écoute. N'hésitez surtout pas à partager et à commenter si le cœur vous en dit, parce que ça fait du bien de ne pas se sentir toute seule et de se sentir compris. Je vous dis à bientôt. Bonjour Aline. Bonjour Émilie. Merci d'ouvrir cette année avec vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous parce que je suis finalement très contente de revenir sur l'histoire qu'on va raconter ensemble. Vraiment.
Et du coup, aujourd'hui, le jour de la sortie du podcast, en fait, c'est le jour de la naissance de Julia, le 17. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de tout le chemin de sa maman qui l'a menée jusqu'à elle. Donc, on va débuter en simplement vous présentant votre âge, parce que ça a son importance du coup dans votre histoire. Quel métier vous faites, vous en étiez où avant du coup de rencontrer votre amoureux et le papa de Julia. Enfin voilà, vous en étiez où avant tout ça? Bien, je m'appelle Aline. Du coup, aujourd'hui, j'ai 40 ans. J'ai eu 40 ans l'été dernier. Et je suis enseignante. Je suis prof d'italien. Et du coup, je suis avec le papa de Julia, Loïc, depuis maintenant 3 ans. Ce qui a aussi son importance. Parce qu'au final, on a maintenant un bébé de 14 mois le jour de la sortie de ce podcast. Et finalement, ça ne fait que 3 ans. Mais les années sont toutes relatives en fonction de l'âge qu'on a. Et avant de rencontrer donc Loïc, il y a 3 ans, j'étais célibataire. J'avais eu des histoires, mais très peu de vraies et longues histoires. Et le temps passait et je commençais à faire la paix justement avec moi, avec le fait de ne pas réussir à fonder une famille, de créer finalement ce foyer. Et j'ai fait la paix d'ailleurs en achetant un appartement seul. Ça a été très douloureux parce que je renonçais finalement à l'idéal que j'avais moi en tête. Alors pour vous, l'idéal en tête, c'était quoi? Une famille. Moi, je voulais une famille. J'ai longtemps souffert de ne pas avoir la famille que j'aurais aimé avoir en fait. Une famille unie, une famille dans laquelle on pouvait se reconnaître. J'ai même encore aujourd'hui parfois un peu de mal encore à définir ça. Voilà, j'avais besoin d'une famille. Et donc voilà, j'ai acheté un appartement toute seule. Et puis finalement, peu de temps après avoir acheté cet appartement toute seule, finalement peu de temps après avoir un peu renoncé à cet idéal, déjà sur un chemin de deuil de la maternité, j'ai rencontré Loïc. Et tout est allé très vite, puisque déjà c'est devenu très sérieux entre nous rapidement. Il n'y a pas eu de coup de foudre, mais on est tombés amoureux l'un de l'autre assez rapidement. Il avait 2 enfants. Il les a toujours, mais à l'époque, quand on s'est rencontrés, voilà. Et donc, je suis devenue belle-maman assez rapidement, déjà. Et ensuite, la question de l'enfant entre nous s'est posée assez rapidement, puisque mon âge avancé ne pouvait pas nous laisser le temps de réfléchir et d'apprendre à nous connaître pendant des années. Et voilà, il m'a dit, j'en voulais plus, mais avec toi, aucun souci. Et voilà, et on a commencé comme ça. Vous, lorsque vous l'avez rencontré, vous étiez dans quel état d'esprit? Est-ce que même la rencontre vous avait fait peur? C'était comment à ce moment-là? J'étais dans une vie de célibataire active, comme on dit, c'est-à-dire que j'avais des rencontres, j'avais des hommes, enfin non pas au pluriel, mais voilà, j'avais quelqu'un que je voyais de temps en temps quand le cœur nous en disait, voilà. Et puis un de mes meilleurs amis, Damien, me dit mais pourquoi tu te remets pas sur les réseaux, donc Tinder, ce genre de choses que j'avais déjà essayé. Et je lui dis oh non, j'ai pas envie, j'ai pas envie de repartir dans des gens qui ne savent pas finalement qui ils sont, donc en fait leurs profils ne sont pas vrais. Je pense que quand on arrive à un âge, on est un peu fatigué justement du paraître, des faux semblants. Et il m'a dit, mais moi je suis sûre que si tu mets des photos de toi vraies, c'est-à-dire la ligne qui fait de la danse africaine, la ligne qui fait de la danse, la ligne qui fait du volley, voilà, toi au naturel et pas de ces photos qu'on met toujours pour avoir l'air super belle ou super beau, et que tu te décris vraiment, je suis sûre que tu trouveras quelqu'un. Je m'inscris, et le jour même, Loïc m'écrit, lui fraîchement séparé de la femme dont maintenant il est divorcé. Et pareil,
c'était un divorce, une séparation qui a eu lieu après des années finalement de mésentente. Donc très vite, il a rebondi. Et en fait, il m'écrit un truc un peu invraisemblable, genre est-ce que tu me laisserais manger la dernière frite? Quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bon, alors soit il est débile, soit il est très intelligent et profondément avec un humour assez profond, assez. Voilà. Et du coup, on s'est écrit et ça a bien accroché tout de suite. Après, on n'a pas eu de coup de foudre, on s'est vite parlé, on s'est vite beaucoup parlé, on s'est vite vu parce que ni lui ni moi ne voulions. Maintenir l'illusion finalement. Exactement. Voilà. Et je pense que notre histoire, c'est ça. Tous les deux, on est dans le concret. Et c'est aussi pourquoi on a eu un enfant finalement assez rapidement. Et quand on s'est vus, ni lui ni moi n'avons eu de coup de foudre. D'ailleurs, lui est convaincu que. Il me dit toujours, mais moi, après le premier soir, je me suis dit, elle me réécrira jamais. Et en fait, au fond de moi, j'avais ce sentiment que c'était quelqu'un de bien et qu'il fallait que je le revoie. Mais sans grande conviction. On s'est revus une fois, sans grande conviction, mais bizarrement, je continuais quand même à lui écrire et à penser un peu à lui. Et finalement, on s'est revus, et à ce moment-là, la troisième fois, il m'a souri, et mon petit cœur, il a fait « Oh, dis donc quand même hein !» Voilà, et c'était parti. Donc c'est parti finalement avec beaucoup de douceur. Ouais. Ce qui déjà faisait un break avec votre vie d'avant et les rencontres d'avant. Voilà, exactement. Oui, avec les histoires que j'ai pu avoir. Oui. C'était serein, c'était adulte dans le sens où quand je dis adulte, c'est parce que j'ai la sensation maintenant d'être une adulte, c'est-à-dire d'être posée, mais pas posée, matériellement posée dans ma tête. Je sais qui je suis, je connais mes défauts, je connais aussi mes atouts. Quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, je ne le prends pas à cœur comme si c'était la fin du monde, etc. Donc voilà. Et donc avec lui, c'était ça. C'est tout doucement et naturellement et de façon adulte. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et après, ce qu'il faut quand même dire, parce que c'est important de le dire, vous avez aussi eu un chemin personnel pour arriver à ça. Vous n'en êtes pas arrivé comme ça. Non. Non, c'est sûr. C'est sûr et certain. Non. J'ai eu une vie amoureuse. Et quand je dis vie amoureuse, c'est pas forcément dans la relation à l'autre, hein, justement, dans les sentiments amoureux très chaotiques. Ma vingtaine, sans quasiment de relation, tout court, persuadée que. Alors, je vous le dis maintenant parce que j'en ai pris conscience, mais sur le moment, je ne le savais pas. Persuadée que je n'étais pas quelqu'un d'aimable, aimable au premier sens du terme, c'est-à-dire qu'on pouvait aimer, parce que je pense que je ne m'aimais pas. Et donc, voilà, un désert affectif, un désert sexuel, à l'issue d'une relation avec quelqu'un que j'ai aimé profondément et que j'ai appris un peu de façon hasardeuse au travers d'un email, d'un jeu commun à l'époque. J'ai 40 ans, hein, donc à la vingtaine, ça fait 20 ans, donc tout ce qui est réseaux sociaux, etc., ça c'était pas ça. Donc c'était un questionnaire un peu rigolo qu'on s'était envoyé par mail dans le groupe d'amis qu'on avait. Et en fait, je reçois le sien, et la question c'était avez-vous déjà été amoureux? Et lui répond non. Et en fait, c'est un peu le début de la fin de notre histoire. Et je pense que ça a été en fait un peu le coup de grâce d'un état psychologique qui était évidemment préexistant. Et voilà. Et arrive à la trentaine, donc vers 26 ans, je commence à avoir un psy qui m'a sauvé la vie. Je pense que c'est le moment où je vais commencer à pleurer. Et c'est OK. Il m'a vraiment sauvé la vie. Vraiment, docteur Dalmau, là. Je m'en souviendrai toute ma vie. Un homme extraordinaire, vraiment un psychiatre extraordinaire. Et 4 ans et demi de thérapie avec lui. Et j'ai tellement de choses qui se sont débloquées à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé à faire des rencontres. Pas forcément durables, etc. Mais j'ai retrouvé une vie de femme, en fait, tout simplement. Et du coup, il a fallu quand même des années, on va dire une petite dizaine d'années avant de pouvoir rencontrer Loïc. Et avant aussi de redécouvrir, avec le docteur Dalmolin, j'ai dû partir travailler à Lyon, donc on a arrêté.
Et puis, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'événement fortuit dans la vie. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et voilà, et jusqu'à notre rencontre à nous aussi avec Émilie, où vous m'avez tellement aussi apporté dans ce cheminement de maman. Donc voilà, enfin, il y a eu tout un cheminement personnel avant de pouvoir construire quelque chose de serein et d'adulte avec lui. Puisque jusque-là, j'étais encore qu'une petite enfant. Et puis quelque part, enfin moi je le perçois aussi comme ça, c'est comme si peut-être pendant ces 10 ans, à chaque fois, à chaque rencontre, vous montiez en fait une marche. En fait, plus en plus, vous vous rapprochiez de, de celle que vous aviez envie d'être et de la relation que vous aviez envie de partager aussi. Donc finalement, ils étaient aussi importants finalement. Bien sûr, ah oui, 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 oui. Et vous savez, Loïc, comme je le disais tout à l'heure, a été marié, il a 2 enfants, et de temps en temps, quand avec son ex-femme, il y a un couac dans la gestion des enfants, dans la gestion du divorce, hein, parce que quand on fait des enfants avec quelqu'un, on est lié à vie. Il se dit toujours, mais c'est pas possible, mais pourquoi je me suis mariée avec, etc. Et je lui dis toujours, je dis, mais si toi et moi, on n'avait pas eu la vie qu'on a eue avant de se connaître, on se serait même, je pense, jamais rencontrés. Et heureusement que j'ai eu les histoires foireuses, les pleurs, les remises en question, bien sûr, j'en suis convaincue. Oui, oui. Bon, donc rencontre avec Loïc. Oui. Très jolie rencontre. Oui. Et naturellement, le sujet du coup de la maternité est apparu. Oui. Vous, du coup, dans quel état d'esprit vous étiez? Ce qui est drôle, c'est que en pensant un petit peu justement à ce chemin, quand vous m'avez proposé le podcast, je me suis rendu compte d'une chose que je n'avais pas encore perçue dans notre histoire. C'est que les premières fois où on s'en parle, où on parle de faire un enfant, ou en tout cas la possibilité d'en avoir un, je pense que c'est à peu près à un moment où je tombais enceinte, où j'allais tomber enceinte, où j'étais enceinte de quelques jours. Parce que du coup, dans la présentation, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avant d'avoir ma petite Julia, il y a eu 3 fausses couches. Et la première grossesse était une grossesse inattendue. Je n'aime pas le terme pas voulu, parce que c'était pas le cas. Il y a bien une chose dans ma vie que je voulais, c'était d'avoir une famille. Et je précise, c'était pas d'avoir un enfant, hein, c'était vraiment d'avoir une famille. Et c'est important de le préciser. Et c'est important de le préciser, oui, oui. Et en fait, avec Loïc, justement, à ce moment-là, on en parlait où, oui, oui, il me disait oui, on aura un enfant. On était d'accord pour dire que c'était un peu tôt quand même, tout, voilà. Mais que, bon, il n'empêche que si je suis tombée enceinte, c'est parce qu'on n'était pas très, très sérieux sur la contraception. Et que je pense que quand on a l'âge qu'on avait, donc je ne sais plus quel âge on avait, mais on sait bien ce qu'on fait. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il me l'a dit. Donc voilà, on a commencé un petit peu à en parler, on était OK, etc. Et puis vraiment, plus ou moins, du coup, une quinzaine de jours après, je pense, hein, je commence à avoir des symptômes qui sont un petit peu... qui commencent à m'alerter. Mais je ne m'y attendais tellement pas. Et j'étais tellement dans cette idée aussi, encore finalement quelques mois avant, je n'aurai jamais d'enfant. Et c'est comme ça, finalement, j'ai d'autres relations de type maternel dans ma vie. Bon, et en fait, un jour, 2 jours, 3 jours avec des symptômes, et je vais voir Loïc sans trop d'appréhension, hein, et lui dire, écoute, je crois que je suis enceinte, il faut qu'on aille acheter un test de grossesse. Il m'accompagne, on va à la pharmacie et le test est positif. Et dans l'histoire, qui panique et qui est rassurant? Je panique et il me rassure. Je panique parce que finalement, faire un enfant, on peut avoir une idée quand on est une femme, hein, souvent. La plupart des femmes, hein, pas toutes, mais voilà, veulent avoir un enfant, l'expérience de la maternité. Mais quand ça arrive, c'est flippant. Et c'est lui, qui avait déjà 2 enfants, qui m'a dit, mais tu verras, c'est
magnifique. Et puis on s'aime, donc il a tout ce dont il aura besoin, de l'amour. Ah d'accord. Enfin, on va quand même avoir un enfant, quoi. Voilà. Jusqu'à finalement prendre rendez-vous pour une première échographie 2-3 semaines après, je pense. Non, un peu plus, peut-être un mois après. Ouais, quelque chose comme ça. Et apprendre brutalement et violemment par un médecin incompétent que le cœur s'était arrêté de battre et que du coup, cette grossesse, elle était finie. Hmm. Ça, du coup, vous l'avez vécu comment? Sur le moment, comme tu vois, la vie, elle veut pas que t'aies d'enfant. Tu vois, c'est pas possible, c'est pas pour toi. Ouais. Donc ça vous ramenait en fait à votre... De toute façon, tu n'es pas aimable. Ouais. Donc, On était au début de notre relation en plus encore, hein, donc c'était encore, même si je croyais en nous, en notre couple et en notre histoire, j'avais pas de doute, mais c'était, ouais, dans ce rôle de victime que j'ai mis des années oui, j'ai mis des années à me défaire de cet habit de victime, mais qui, quand vous avez un gros truc qui vous tombe dessus comme ça, voilà, les schémas psychologiques, pouf, c'est tellement confortable de s'y remettre dedans. c'est ce qu'on connaît bien, donc c'est naturel en fait. Ouais, c'est ça. Donc oui, ça a été très dur, ça a été vraiment très violent, vraiment, vraiment. Surtout que le premier confinement est arrivé quelques jours plus tard. C'était un jeudi, on était confinés le mardi. Okay. Donc ça a été d'autant plus dur à gérer que j'étais seule. Avec Loïc, à ce moment-là, Ouais. c'était comment? Est-ce que vous pouviez en parler? Pour chacune des fausses couches, il a été extrêmement présent et réconfortant et formidable dans les premiers jours. Mais après, dans qui il est, et en plus le fait d'être un homme et du coup de gérer les choses différemment de nous, après pour lui, ça servait à rien d'en reparler 50 fois. Donc évidemment, on est un couple, donc il a quand même, on va dire, participé à des conversations. Parce que moi, il y a des moments où j'avais besoin d'en parler, mais je respectais aussi ses envies, ses besoins ouais, son désir de ne pas non plus en parler tous les jours. Donc on a trouvé un juste milieu où il y a des moments où c'est plus mes copines qui essuyaient mes larmes. Et puis par moments c'était lui. Mais oui, non, ça a été très, très sain. Notamment parce que sa maman avait fait une fausse couche avant lui. Et du coup, il m'a dit, écoute, si tu veux lui parler, ça sera peut-être plus facile qu'avec moi. Et lui, avec son ex-femme, son ex-femme en avait vécu 2 aussi. Une entre son premier et son deuxième enfant, et elle était retombée enceinte pour un troisième enfant, et elle l'a perdu aussi. Donc il était familier du sujet. Donc voilà. Ça ne nous a jamais éloignés. Ça n'a pas forcément été un facteur par moment favorable à nous rapprocher. C'est sûr. Mais ça ne nous a jamais éloignés. Ce qui aurait pu, hein, parce que ça va très vite. Quand nous, on est noyés dans nos émotions et qu'on traverse... Tout à fait. Je pense que ma Juju d'amour, elle est arrivée au bon moment. Je pense que je connais certains amis, certains couples qui, quand la difficulté s'installe dans le temps, après ça devient vraiment très compliqué à gérer. Et puis bon, après, dans ma vie, je vous ai aussi eu. Et donc, c'est vous qui essuyez mes pleurs et qui avez réussi aussi à me faire dépasser. Et finalement, dans mon malheur de femme qui a dû subir 3 fausses couches consécutives, et 3 en un an, hein, ouais. J'ai vraiment fait ces fausses couches 3 fois en une même année civile. Et février, juillet et décembre. Et en fait, dans mon malheur, Loïc et moi, on conçoit des enfants facilement.
D'ailleurs, pour la petite blague, je l'appelle Inséminator. Mais voilà. Et du coup, oui, on a enchaîné très vite avec la deuxième grossesse parce que cette fausse couche, elle ne nous a pas, euh, finalement, elle nous a conforté dans l'idée qu'on voulait un enfant ensemble. Et que du coup, bon, bah, on avait dit qu'on attendait. Et puis finalement, cette fausse couche, cette grossesse est arrivée. Et puis on s'est dit, bon, bah alors pourquoi attendre? Mais lui comme moi, c'est pas moi qui ai insisté, qui ai imposé de recommencer rapidement. Vous étiez sur la même longueur d'onde. Oui, oui, c'est ce qui fait que je me suis mariée avec lui. C'est-à-dire que on peut avoir des querelles de couple, comme tout le monde, mais sur les gros points, on a toujours une vision commune, naturellement. Donc voilà, on a repris naturellement le chemin de faire un enfant. Donc deuxième grossesse. Deuxième, là vous vous rendez compte que à nouveau je suis enceinte. Ouais. Là votre réaction par rapport à la première? De l'appréhension, de la peur que j'avais pas à la première parce que j'étais naïve, hein, que malheureusement on ne parle pas assez des fausses couches. Rien que le fait qu'il y ait ce tabou sociétal que tout le monde vous impose aussi, hein, qu'on ne dit rien avant 3 mois. Mais si, en fait, la grossesse, elle existe avant 3 mois. Pour la femme, mais aussi pour l'homme, ou pour les deux femmes, ou pour les deux hommes, peu importe qui est parent dans l'histoire, mais c'est une réalité. Alors oui, c'est un tout petit poids, poids chiche, petit poids, tout ce que vous voulez, c'est pas gros, c'est rien. Enfin, voilà, c'est pas encore un enfant à proprement parler, ou voilà, un fœtus. Il n'empêche que l'enfant, il naît dans le cœur et dans l'esprit. Et du coup, voilà, ça a été dur à vivre pour la deuxième grossesse. Surtout que ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, comme je disais, c'est qu'au moment de la fausse couche, quand on m'annonce que le cœur s'est arrêté de battre, c'est le début donc du confinement. Et donc tous les services de médecine, tous les hôpitaux sont réquisitionnés pour le Covid. Et donc le gynéco qui me suivait, hein, parce que plus jamais je ne l'ai revu parce qu'il a été horrible. Et en fait, il me dit, va falloir évacuer l'embryon naturellement parce que on peut pas faire de ce qu'on appelle de façon très très horrible le curetage, l'aspiration, on peut pas faire ça. Je peux pas vous donner un médicament parce que vous avez des problèmes de coagulation, donc en fait ça peut être dangereux. Et donc en fait je suis restée un long moment avec mon embryon mort dans le ventre et ça a été très très dur à gérer. Très très dur, vraiment. Du coup, je lui parlais beaucoup parce que je pensais toujours qu'il y avait une petite âme. Ouais. Et Dieu, même d'ailleurs, je les ai appelées mes petites étoiles parce qu'il y avait cette idée que voilà, il y avait quand même eu une rencontre d'âme à âme. Et voilà, j'ai dû vraiment faire l'expérience de cette fausse couche toute seule à la maison. Et c'est douloureux en plus physiquement. J'avais pas un Doliprane, enfin il m'avait rien prescrit et c'est vraiment douloureux parce que qu'on le veuille ou non, pour avoir vécu un accouchement, c'est des contractions. Alors certes, ce ne sont pas les contractions d'un vrai travail, mais ça reste des contractions et c'était vraiment très douloureux. Et en plus c'est de façon triviale, du coup on va aux toilettes. Enfin vous voyez, ça reste un épisode traumatisant. Voilà, c'est traumatisant. Ouais. C'est vraiment traumatisant. Donc forcément, la deuxième grossesse, quand elle est arrivée, c'était 8 mai. 8 mai. La première, vous l'aviez annoncée à vos proches ou pas? Dans quel... Oui. Okay. Parce que, oui. Parce que moi, j'ai pas ce tabou des 3 mois, parce que je pense qu'on était tellement contents. Et puis parce que... parce qu'en plus... à l'époque, j'aimais bien faire la fête, boire l'apéro, boire du vin et que, voilà. Oui. Très vite, forcément, les gens, quand on demande non, je prendrais un Coca zéro. Voilà. Vous voyez, c'est le genre de truc qu'on repère tout vite. Et puis, j'avais pas envie de cacher. Pour moi, on n'a pas à cacher. J'ai des amis qui me sont très proches et qui ont vécu eux aussi de manière différente des drames. Et notamment, voilà, un couple d'amis qui m'est vraiment très très proche, qui a perdu
un bébé à 8-9 mois de grossesse, je ne sais plus que c'était quelle semaine. Et donc vraiment à la fin. Et je me dis, mais heureusement qu'ils l'ont dit parce que j'ai pu être là pour eux. Et c'est en fait, au début, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Je pense que la douleur est différente, mais c'est de la douleur en fait. Et pour moi, on ne peut pas quantifier ou mesurer la douleur. Donc voilà. C'est différent. C'est juste différent. Et du coup, non, je l'ai dit. Oui, Ok. oui, je l'ai dit. Et la deuxième fois? Aussi. Ok. Ouais. J'ai pas eu de superstition à me dire cette fois-ci, je dis pas, on attend, etc. Non. Oui, vu que vous aviez peur, le dire, ah bah, cette fois-ci, je vais attendre. Non, ça, du coup, vous en avez parlé. Et je pense même que ma peur me faisait le dire encore plus pour que ça soit encore plus réel. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans mon raisonnement, je pense même que de le dire, et ma volonté de le dire dès le début, me permettait aussi moi de réaliser que c'était réel, que c'était en train de m'arriver. Que oui, c'était moi, Aline, qui parlait de mon chéri, et d'un bébé qu'on désirait ensemble et qu'on était en train d'avoir. Je pense que ça m'a paru tellement surréel pendant très longtemps. Et vous savez, encore des fois maintenant, je prends ma Juju, elle va avoir 14 mois, elle aura 14 mois le jour où ce podcast sortira. Et il y a des moments, je la regarde et je me dis, mais c'est mon bébé. C'est moi qui l'ai portée, c'est moi qui m'occupe d'elle. D'ailleurs, elle me ressemble. Et c'est mon bébé. Alors, c'est pas ce sentiment d'appartenance et de possession, c'est pas ça. C'est ma vie, en fait. C'est moi qui l'ai fait. Ouais. Après tous les deuils, finalement, que vous aviez entamés. Oui. Donc, Oui, oui. Et c'est moi qui étais capable aussi de mener à bien tout ça, en fait. Voilà, de construire une famille et de donner la vie. et de donner la vie. Ouais, c'est beau ça reste un miracle. Ça reste un miracle. Ça a été d'ailleurs un cadeau de la vie. Mais bon, on y reviendra. Oui, on y reviendra. Du coup, là, on est à votre deuxième grossesse. Là, vous l'aviez aussi annoncé. Et ça aussi, c'est important. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est important de le dire dans ce podcast parce que la fausse couche, c'est tabou. En fait, on n'en parle pas. Et moi, ici, dans l'accompagnement, en fait, je reçois beaucoup de femmes qui ont vécu soit des avortements, qui ont fait le choix, soit des fausses couches. Et en fait, c'est extrêmement tabou. Même ici, c'est difficile d'en parler. Pour les gens qui nous entourent et où on vit ça, qu'est-ce qui est souhaitable comme réaction? On attend quoi dans ces moments-là? Parce que les gens, des fois, ils savent pas en fait comment réagir. Ah bah c'est pas des fois, hein, c'est quasiment tout le monde. À moins d'être passé par là et de comprendre. Mais non, les gens savent pas réagir. Qu'est-ce que vous attendiez? En tout cas, vous, parce que ça peut être après Oui, très personnel. De ne pas minimiser, vraiment, de ne pas minimiser. Ce que d'ailleurs mon cher et tendre Loïc pouvait avoir tendance à faire quand il était démuni face à mon trop-plein d'émotions. Encore aujourd'hui, hein, il a du mal à gérer quand je suis vraiment pas bien, enfin voilà. Et quand j'étais dans ces états-là, il voulait me rassurer. Et en fait, me rassurer passait par des phrases qui étaient pour moi très très violentes finalement. C'est mieux comme ça, c'est qu'il n'était pas viable. Voilà, ce genre de choses, mais c'était pas possible. Et du coup, moi, je voulais juste qu'on ne minimise pas ce qui m'arrivait. Et, et de reconnaître que même si pour les 2 premières particulièrement, c'était des fausses couches précoces, il n'empêche que c'était des grossesses, en fait. Et ouais, voilà, reconnaître. Reconnaître la souffrance. Ouais, la souffrance, ouais. Et ça, c'est vrai qu'on apprend ça nulle part. Ni à l'école, ni dans nos familles. Et je vous dirais que le milieu où peut-être je me suis sentie le plus maltraitée, c'était dans le milieu médical. Et ça, on n'en parle pas assez non plus. Et j'en entends souvent parler, moi, dans les accompagnements. Je pense que vraiment que les personnels, tout confondu, hein, du gynécologue, parfois même aux sages-femmes, etc., ne sont pas du tout formés
à appréhender la douleur des parents. Parce que moi, je suis là aujourd'hui et je vous parle et j'ai appris, grâce au docteur Dalmolin dont je vous ai parlé, grâce à vous, grâce à mes lectures et à mon cheminement personnel, à mettre des mots sur mes émotions et à vivre avec et à être en accord avec elles. Mais c'est quand même rare, en toute humilité, je le dis, hein. Mais c'est quand même très très rare. Donc forcément, en face, on a aussi des êtres humains dans le milieu médical et en fait, ils sont mal à l'aise. Souvent, ils ont été formés à être assez froids. Ce que je comprends, hein, ils vont pas rentrer avec la misère du monde et la douleur de tout le monde le soir. Ils ont aussi leur famille et leurs émotions à eux. Mais ça s'apprend. Mais ça s'apprend. Et notamment, je trouve que j'aurais apprécié, ne serait-ce qu'on me donne une petite plaquette en me disant, si vous avez besoin de parler, on a des numéros, on a des gens à qui vous pouvez parler. Non. Ah, ça, on assume parler toutes mes grossesses de mon problème de poids. Ah, ça, on assume dire. Hein. Et qu'il fallait que je voie une diététicienne et que c'était important et que ça, oui. Hein. Et ça a créé d'ailleurs des problèmes chez vous. Enfin, ça restait dans la tête. Bien sûr, on culpabilise toute la grossesse, encore après. Puis ça restait des grossesses difficiles vu l'âge. Donc ça, je me souviens. Vu l'âge, bien sûr, oui. Les grossesses gériatres, comme ils appellent ça, c'est horrible. Et donc ça, ça veut dire. Mais alors, prendre en compte le fait que déjà, comment annoncer qu'on a fait une fausse couche, voilà, être prévenant. Je ne dis pas, j'ai quand même rencontré quelques personnels voilà, qui ont eu des mots à des moments critiques qui m'ont porté, voilà, et qui m'ont permis de continuer à espérer, même si quand on arrivera à la fin de l'histoire, vous comprendrez qu'à un moment, j'ai quand même arrêté d'espérer. Et que c'est la vie qui a repris le dessus. Et enfin, là aussi, dans ce podcast, dans votre histoire, il y a eu un happy end. Oui. Ce qui n'est pas le cas tout le temps. Ça aussi. Et du coup, les personnes restent avec ces paroles en fait qui traumatisent, d'un corps qui a la compétence, soi-disant au-dessus. Donc, ça peut être en fait vraiment horrible en fait. Donc, se former et former le personnel soignant et tout le personnel en fait à tous les niveaux, c'est hyper important. C'est un processus, vous savez, on fait une fausse couche, on va voir le gynéco, il y a plusieurs solutions qu'on vous propose. Voilà. Mais bon, une fois que c'est fini, c'est fini. Enfin, et d'ailleurs, pour moi, c'est en lien. D'ailleurs, quand on tombe enceinte, on fait donc l'échographie de datation là, qui est à entre 6 et 8 semaines. Mais on ne voit officiellement le gynécologue que à la fin du 3e mois. Mais pour moi, c'est pareil. Alors que c'est les 3 mois les plus difficiles, où on a des nausées, où on s'inquiète pour le bébé, où il y a des changements. Mais c'est là qu'on a besoin d'accompagnement, en fait. Et en fait, c'est ça, c'est le terme, c'est d'accompagnement. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, je trouve, en France, d'une manière générale. Alors oui, si, et encore, j'allais dire, dans des pathologies comme tout ce qui est cancérologie, je sais qu'il y a des choses formidables qui se font. Et encore, mon papa sort d'un cancer, il n'a pas été super bien encadré. Ma meilleure amie non plus. Et honnêtement, j'ai assisté à des choses, je me dis, mais c'est pas possible. Et donc voilà, l'accompagnement psychologique. Alors qu'on sait bien, et ce n'est plus à prouver, que quand la tête va, le corps va mieux. Je dis pas qu'il va bien tout le temps, mais le corps va mieux. Et mon corps, pendant 1 an, il a subi beaucoup de traumatismes. Et je le paye encore aujourd'hui. J'ai vraiment du mal à m'en remettre. Okay. Et bizarrement, pas des choses qui sont en lien, hein, mais je paye encore le fait que mon corps a créé 3 fois, 4 fois la vie en 1 an et demi. Une grossesse, à 40 ans, du coup, 39 ans, on va dire, un accouchement, sublime et magique, on en reparlera. Mais et après, un bébé, c'est fatigant. Et ouais, mon corps, il en paye encore les conséquences. Mais voilà. On prend par petits morceaux, on prend des pathologies, et après, le reste, débrouillez-vous. Alors que, pour moi, à partir du moment où on prendrait en compte l'esprit,
les émotions, je suis sûre que tout irait beaucoup mieux. Et heureusement, j'espère en tout cas, que ça va de plus en plus dans le sens-là. Il y a des hôpitaux qui prennent quand même... J'espère en tout cas. Je sais pas si on le verra nous, de notre génération, j'en sais rien. Je pense pas, Mais on est à un début de quelque chose. c'est ça. Ouais. On voit le début de quelque chose. Là, on en est du coup aux souffrances psychologiques qui ne sont pas prises en compte. Et c'est important parce qu'en fait, c'est le psychologique qui a fait que vous avez aussi décidé de venir me voir après, du coup, la fausse couche. Donc, deuxième fausse couche. Et là, j'étais pas prête comme on dit, à remettre le couvert rapidement. Déjà là, du coup, vous l'avez pris comment? J'étais dévastée. Dévastée. De ce sentiment d'impuissance, de culpabilité. Parce qu'on entend depuis qu'on est petit des discours normés. Quand on est homosexuel, on entend un discours hétéronormé, mais quand on est peu importe qui, en fait, on entend un discours normé aussi sur t'es une femme, t'auras des enfants. Quand t'auras des enfants. Et avoir des enfants, ça sous-entend le faire, le porter, l'accoucher. Comme si j'étais pas complète finalement, Voilà. sans enfant. C'est ça, comme si j'étais pas complète sans enfant. Et comme si, mini parenthèse, et d'ailleurs, il y a tellement de choses, de relations qui ont changé depuis que j'ai un enfant. J'ai eu une forme de reconnaissance de certaines personnes avant, quand j'étais célibataire et sans enfant, ma vie était moindre par rapport à la leur. Donc voilà. Et le fait de ne pas pouvoir donner la vie, c'est dur à vivre en tant que femme. Et je pèse mes mots. En fait, c'est très très dur. Très 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 dur. Comment vous vous sentiez? Moins que rien. Vraiment. Moins que rien. On culpabilise après. On se dit que ceci, que cela, c'est de notre faute. C'est qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Vraiment, voilà. Moi, j'avais peur aussi que Loïc parte à un moment, parce que c'est pas une vie de vivre ça, ces sentiments à des espaces, en un espace-temps aussi rapproché, quoi. Donc oui, j'ai bizarrement plus beaucoup de souvenirs de cette fausse couche-là. C'est bizarre, hein? Le cerveau est bien fait, hein. Ouais. Il a protégé beaucoup. Oui. Parce que moi, vous êtes venu me voir juste après. Ouais. Donc je me souviens, moi. Bah oui. J'entends la douleur, j'entends les pleurs. Oui. Mais le cerveau est bien fait. Parce que vraiment, la première, je m'en souviens très bien. La dernière aussi. Parce que la dernière, j'ai cru sombrer. Vraiment, profondément. Mais alors, oui, c'est bizarre parce que je suis venue vous voir. Mais parce que du coup, vous avez dû réussir à nos conversations m'ont aidé à dépasser toute cette douleur. En fait, vous êtes venu me voir. Et là, je pense que culpabilité, venez me voir aussi. Oui. Mais j'ai un souci, en fait. C'est moi. Oui. Moi, j'ai un problème psychologique. Ah oui, Il y a un problème. C'est moi, en fait, qui empêche la grossesse. Ouais. Donc... Oui, je me souviens. Oui. Je me disais que c'était pas anodin. Que 2 fausses couches comme ça, répétées, c'était pas anodin. Et que c'est forcément vous qui aviez un problème. Ouais. C'était ça au début. Oui, c'était ça au début, c'est vrai. Oui. Comme je disais tout à l'heure, je rechaussais mes vieilles chaussures de c'est moi, de toute façon, c'est moi le problème. Voilà. Mais parce que quand on a toujours connu ça, ben, c'est naturel. En tout cas, il nous faut une certaine conscience pour réussir en fait à penser différemment. Mais nos automatismes, ils sont là. Et c'est tellement facile. En fait, c'est surtout, je pense, j'avais besoin, on a tous besoin à ce moment, quand on vit quelque chose de douloureux, de trouver un coupable. Et comme j'en avais pas sous la main, il fallait bien que j'en trouve une. Voilà. Après, et ça faisait sens, parce que finalement, après toutes ces années, il y avait eu même un moment donné où vous disiez que c'était de l'auto-sabotage. Ouais. Où vous pensiez en fait que vous n'étiez pas capable. Ouais. Donc, tout faisait sens en fait, finalement. Tout faisait sens, ouais. C'est un sentiment qui a ressurgi
dans les premiers jours de vie de ma fille. Hein. Ouais. Et c'est la BD d'une amie qui m'a sauvée. Parce qu'en fait, pareil, c'est un tabou, mais toutes les mamans en fait ressentent ça les premiers jours. Ce sentiment d'imposture, ce sentiment de mais comment on fait je suis mais c'est pas possible en fait, je ne saurais pas faire. Et ouais, oui, ce sentiment je l'ai retrouvé. D'imposture, ce sentiment de mais comment on fait je suis mais c'est pas possible en fait, je ne saurais pas faire. Et oui, ce sentiment je l'ai retrouvé. Et qui plus est, quand vous étiez rentré dans un processus de deuil, donc le décalage, il était juste immense, c'était abyssal, quoi. Et il y a une chose aussi dont on parle pas, et c'est un peu tabou aussi, il faudrait que quand on est enceinte, quand on devient maman, en fait, c'est forcément fabuleux. Exactement. Et en fait, on n'a pas le droit de dire que là, ça va pas. Et moi, il y a une image que j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est tellement ça, c'est l'image du yin et du yang. Tout à fait, exactement, oui. Et en fait, il y a la partie noire et la partie blanche, du coup, l'ombre et la lumière, moi j'aime bien dire ça. En fait, quand on est au pire et qu'on vit une situation absolument catastrophique, il y a toujours un point blanc qu'on vient chercher. L'espoir, en fait, c'est l'espoir. Et on peut grandir, on fait des thérapies, enfin, il y a plein de moyens de se sortir de ça, mais même dans le noir, il y a de la lumière. Et dans la lumière, il y a toujours du noir. Et ça aussi, en fait, et ça fait hyper culpabiliser d'entendre non mais maintenant tout va bien, de quoi tu te plains? Non mais je me plains pas, c'est juste que là, c'est pas forcément comme on me l'avait vendu, quoi. Tu l'as voulu. Bon, mais tu l'as voulu. Et ah oui, c'est pas pour ça que ça me donne le mode d'emploi. Et c'est pas pour ça que c'est pas difficile, et c'est pas pour ça que le manque de sommeil, parce que maintenant c'est ça, hein, que le manque de sommeil c'est facile à gérer. Oui, c'est exactement ça. Oui, oui. Donc ça, je trouve que c'est aussi hyper important d'en parler. Il faut en parler. Oui, oui. Alors, pour le coup, j'ai une de mes meilleures amies qui vient d'avoir un bébé, et amie qui s'appelle aussi Aline, et qui a un parcours où on était toutes les deux dans ce processus de deuil. Et elle a rencontré son cher et tendre Stéphane quelques mois après Loïc et moi. Et voilà, elle vient d'accoucher, et je l'ai beaucoup sensibilisée à ça. Je l'ai vraiment, toute ma grossesse et même après. Et là, en fait, elle me dit, mais t'avais raison, c'est pas facile. Mais je crois que du coup, elle s'autorise à me parler en me disant, bah ouais, j'y arrive pas, ou des fois c'est dur, ou mais là, franchement, j'y arrive plus, Aline. Oui, c'est normal en fait. C'est normal. Et je lui ai dit encore il y a 3-4 jours au téléphone, accroche-toi. C'est les 5-6 premières semaines qui sont particulièrement rudes. Et après, on connaît mieux notre bébé, on se connaît mieux. Et après, voilà, c'est un peu plus facile. Je dis, mais bon, après, tu sais, la mienne a 14 mois, et il y a encore des jours où je me dis, mais mamie, donnez-moi un lit juste que je puisse dormir. Bon, et après, elle me fait un petit sourire, ou elle me fait un truc, et puis c'est reparti. Mais forcément, ouais. Donc, vous voyez, j'avais oublié pourquoi j'étais venue à la deuxième. Mais comme quoi c'était aussi le résultat d'une situation, hein, en fait. Hein. Ce qui me rassure, c'est que je suis... En fait, oui, je suis plus comme ça, sauf quand il y a un énorme truc qui me tombe sur le coin de la tête et où j'ai du mal à me relever. Et clairement, là, j'ai appris à me relever seule, grâce à vous en partie, hein, mais oui, il y a des moments dans la vie où on a besoin d'aide, en fait. Et c'est juste normal. Enfin, moi, je trouve que c'est complètement humain, en fait. Et à ce moment-là, il y avait la peur de retomber enceinte. Il n'y avait pas l'envie au début. Non. Je me souviens que ça a mis quelques temps. C'était compliqué. Et forcément, dans ce processus-là, on est remonté. On est remonté à votre propre naissance. On est remonté à votre propre maman. Parce que, comment je fais pour devenir une mère quand ma mère a eu des défaillances ou que j'ai pas connu un modèle maternel aidant? Je fais comment, du coup? Donc, on a dû aussi se retourner sur votre histoire
qui n'était pas facile. Qui n'était pas facile. Qui était pas facile. À l'époque, j'étais en rupture totale avec mes parents depuis de longues années. Hein. Ça faisait une petite dizaine d'années que j'étais en rupture totale. Ouais. Et est-ce qu'on peut parler du coup de votre maman et de sa non-envie de vous avoir? Oui, bien sûr. Oui. Parce que je trouve que ça marque une vie, en fait. Sûr, ouais. Et ça aussi, on s'en rend pas compte. J'ai vu quelqu'un il y a pas très longtemps qui est enceinte de moins de 3 mois et qui est très stressée en ce moment. Et elle me partageait que il fallait qu'elle se calme, etc. J'ai dit, oui, non, mais pour le fœtus aussi, c'est important parce qu'il ressent tout. Ah, vous pensez? Vous pensez qu'il ressent tout? Mais oui. Donc en fait, votre maman, elle vous a transmis des choses, malgré elle, hein, tout ça, ça se fait de façon complètement inconsciente. Mais ça marque une vie et vous, ça a marqué beaucoup de choses. Oui, ça a marqué ma vie, ça a marqué le fait de ne pas être désiré. Et donc, dans l'amalgame sentimental, émotionnel qu'on peut faire dans un subconscient d'enfant, c'est ne pas être aimé. Et oui, j'ai toujours entendu quand j'étais petite, hein, mais de toute façon, Aline, je la voulais pas, j'ai fait les carreaux, j'ai fait ceci, etc. À l'époque, il y avait ma soeur, ma grande soeur, mon grand frère, et en plus, à la maison, il y avait 2 de mes cousins qui sont pris à la maison, que moi, j'ai pas connu parce qu'ils sont partis à mon baptême, je crois, et qu'on n'a plus jamais revu. Parce que j'ai évidemment, comme tout le monde, une histoire familiale qui est assez complexe. Et voilà, et c'est vrai que d'avoir entendu ça toute ma vie, ça conditionne en fait. Ça conditionne. Et du coup, là, à ce moment-là, vous vous disiez quoi du coup? En fait, c'est comme si ça renforçait la croyance que vous aviez, avec laquelle vous aviez grandi finalement. Oui, alors je sais plus exactement ce que je me disais à ce moment-là. Je sais juste que c'était complexe pour moi parce que j'essaie de me remémorer ce que je vous ai dit et tout ce qu'on avait pu mettre en lumière lors de nos sessions. Et on avait quand même mis beaucoup de choses en lumière dans les liens aussi avec ma famille. Je me souviens de mon grand-père qui avait abandonné ses enfants pour se mettre avec ma grand-mère et du coup avoir ma mère et sa sœur. Et enfin voilà, on avait ressorti pas mal de choses et en fait, on est marqué par notre histoire, l'histoire de nos parents, l'histoire de nos grands-parents. On baigne dans des choses qui sont dites, on baigne dans des non-dits qui nous impactent bien plus qu'on ne pourrait le croire. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là avec vous qu'on s'était lancé de façon un peu inattendue avec Loïc dans le processus de faire un enfant, mais qu'au final, à un moment, pour faire un enfant, il faut quand même un peu se poser et se dire attends, ok, je veux devenir parent, mais comme parent. Et mes parents, et mon lien à tout ça, enfin voilà, d'essayer de démêler le tout. Et comme j'étais en rupture avec eux, j'avais arrêté de démêler, puisque j'avais eu besoin, vraiment pour une question de survie, de les mettre à l'écart. Et j'avais démêlé à ce moment-là, quand j'avais dit stop. Mais après, c'est facile, à l'écart, on n'a plus besoin de démêler. Bien sûr. Et clairement, je vais le dire de façon très triviale, ça m'a sauté à la gueule. Vraiment. Et c'est d'en avoir parlé avec vous que je pense que j'ai pu après aborder sereinement une 3e grossesse. Et à nouveau, vous vouliez dire quelque chose? Et il y avait aussi le rapport aux parents, mais le rapport à la petite. Ouais. La petite que vous aviez été. Ouais. Parce que tout à l'heure, vous disiez, maintenant, je suis devenue adulte. Ouais. Et comme quoi, c'est pas automatique. Je suis pas adulte à 18 ans. Non. Et ça y est, maintenant, c'est bon. Je suis une adulte responsable. Et non, en fait, on devient adulte très tard. Et c'est un processus de devenir adulte. C'est pas automatique non plus. Et il a fallu aussi se retourner sur cette petite Aline et retourner la voir et lui expliquer que si, elle était aimable et qu'elle était capable.
et qu'on l'aimait comme elle était. Ça a été aussi... Ouais, douloureux. Douloureux parce que quand on revient là-dessus, forcément, on ouvre des plaies qui, tant bien que mal, se sont un petit peu colmatées. Mais ouais, ça a été douloureux. Et en même temps, je me dis, là, quand vous me disiez tout à l'heure que je me sentais pas, que c'était de ma faute, que c'était moi qui étais à l'origine, quand vous m'avez dit ça, dans ma tête, réflexe, bon, que des fois, je suis quand même un peu dudule, quoi. Et puis, après tout, j'en avais besoin, en fait, de ce retour, de cet arrêt, parce que la rencontre avec Loïc a été aussi tellement un tourbillon de bonheur, d'amour, de projets, que il fallait aussi que je me retrouve, que je me reconnecte à ma famille, à mes racines, même si je l'ai critiqué fortement, même si je l'ai rejeté, il fallait quand même que je me recentre. Et ça, c'est des conseils que je donne aux personnes qui veulent, mes copines qui veulent tomber enceintes, etc. Notamment à ma copine Aline qui a eu son bébé il n'y a pas très longtemps. Je lui dis attention, la maternité, dès le début, vient tellement te chercher dans ton intimité la plus profonde, mais des choses que ta meilleure amie, ton chéri, tes parents, mais tu t'en parles pas, mais parce que des fois, il n'y a même pas de mots, en fait, pour signifier à quel point ça vous... On ne voit pas parce que c'est un podcast, mais je fais un geste de tremblement, en fait, interne. Hein. Ça vient remettre en question des choses, mais pas forcément négativement, hein, ça met en perspective. Mais d'ailleurs, je suis venue vous voir il y a quelques mois pour vous dire maintenant j'ai besoin d'aide pour la transition. Ma vie d'avant, ma vie d'aujourd'hui. Parce que c'est quand même c'est un tsunami, quoi. Et a fortiori quand le chemin est parsemé d'embûches comme moi avec mes fausses couches. Exactement. En fait, c'est des processus de deuil aussi. Oui. On parle de vie, mais oui, mais il y a aussi la mort. Je dois faire le deuil de beaucoup de choses aussi. Et surtout, encore plus quand j'ai vécu un chemin qui était parsemé d'embûches. C'est loin d'être automatique. Et ça aussi, on y arrive parce que dans cette société, ben, en fait, tout se passe, ça doit se passer comme une fleur. Tout est normal. Donc, en fait, ça fait culpabiliser les gens. On se sent pas normal, en fait, quand on sent toutes ces émotions, alors qu'en fait, elles sont complètement légitimes. Elles font partie de la vie, en fait. De juste d'accepter que ça fait partie de la vie. Et que ça peut pas être un chemin tout tranquille. Non. Ça serait reposant, mais ça serait pas vivant, en tout cas. Oui, voilà. Je veux dire, reposant, des fois on en parle avec des copines, je pense que oui, ça serait reposant, mais après, tout le monde... je pense sincèrement que pour savourer le beau, le bon, l'agréable, il faut ces moments-là, parce que sinon on les savourerait moins. Je pense vraiment. Je partage la même chose par rapport à ça. Donc on a avancé dans votre processus et à un moment donné, l'envie est revenue. Il y a eu la 3e grossesse. Je tombe facilement à nouveau enceinte. Et là, pour le coup, forte nausée. Je ferai une fausse couche quelques semaines après. Mais c'est pas une fausse couche aussi précoce que les autres. Donc j'ai vraiment le temps de voir un peu mon corps changer, d'être terrassée par des nausées, par la fatigue. Je suis en arrêt, mais parce que je suis un légume. Bon, en même temps, mon corps avait déjà subi 2 débuts de grossesse, donc c'était... Voilà. Et j'arrive, je pense aussi grâce au travail avec vous, à être plus sereine. Et je le suis. Et après, j'ai tellement ces symptômes de grossesse aussi qui me parlent que voilà. Et jusqu'au jour où j'ai rendez-vous avec mon angiologue, qui fait partie de ces médecins que j'ai enlevés de ma vie, qui étaient maltraitants selon moi, et qui, sans me demander, mais en même temps quand on est maman, on est contente, on a envie, fait une pseudo-échographie avec son matériel de Doppler, et en fait il passe une demi-heure à me tortiller le truc sur mon ventre, et il n'entend pas le cœur battre, mais au lieu de me dire quoi que ce soit, il me dit
Non, mais moi, c'est pas mon métier, ça se trouve, tout va bien. Et j'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Et en même temps, j'entre quand même à peu près consciemment dans un processus de déni. Je suis, mais à ce moment-là, mais schizophrène. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je sombre dans c'est fini, et je le sais. Et mais non, il m'a dit que ça allait aller. Vraiment, je me souviens très bien, c'était très particulier. Comme j'ai vécu vraiment 3 jours comme ça. Loïc me dit mais non, c'est un con, laisse tomber, je veux plus que tu ailles le voir. Enfin voilà, en plus, on passait 2 heures dans son cabinet à attendre. Enfin voilà. Et en fait, le mardi, mon meilleur ami est là, et enfin, un de mes meilleurs amis, mais celui qui m'avait fait m'inscrire sur Tinder, et du coup m'a fait rencontrer Loïc, Damien. Je lui en parle et il me dit, et t'as pas eu envie de vérifier? Je dis, bah, je sais pas, c'est compliqué à avoir des rendez-vous, des machins, etc. Il me dit, mais Aline, mais le stress, enfin, mais comment tu fais en fait? Et puis il me dit, mais je te connais, comment tu fais? Et du coup, là, j'appelle le sage-femme que j'avais commencé à voir, un acupuncteur qui travaille à Feminae, qui a été le début de nouvelles rencontres médicales, et qui est pareil, qui est un sage-femme formidable, Mathieu Gargano, formidable, vraiment, que je recommande, et que j'appelle. Et il m'a dit, j'entends à votre voix que ça va pas, dans tous les cas, on se voit. Parce que, en fait, justement, l'anxiété, le stress, c'est pas bon pour le bébé. Et on ne peut pas vous laisser comme ça. Il arrange un rendez-vous avec un docteur qui fait tout ce qui est imagerie, et notamment les échographies. Parce que le sage-femme qui me faisait les échographies n'était pas là cet après-midi-là, il n'était pas disponible. Et du coup, je vais la voir avec Loïc. Et en fait, au moment où je vois son nom, je me rends compte que c'est la femme de mon angiologue. Et là, elle nous annonce que la grossesse est finie. Et c'était, je crois, encore plus dur que toutes les autres, parce que celle-ci, elle avait été avancée dans le temps, et j'avais un petit peu mon ventre qui s'était un peu arrondi, et je crois que vraiment, j'y croyais. Et j'avais aussi extrêmement peur que cette 3e fausse couche soit aussi j'avais peur d'une 3e fausse couche, parce que je me suis dit, si c'est une 3e fausse couche, ça veut dire que j'ai un problème. Et elle me dit, bon ben voilà, elle le dit, elle prend vraiment toutes les précautions. Elle le dit d'une voix douce, elle est très réconfortante en me disant qu'il ne faut pas que je regarde mon âge, que j'ai encore plein d'années devant moi, que ça ira. Donc elle est vraiment réconfortante. Mais après, elle me dit, mais depuis quand vous avez eu des symptômes, etc. Et là, je lui dis, j'ai vu votre mari samedi, il s'est passé ça. Et là, elle me dit, oui, je sais. En fait, je ne voulais pas le dire, mais il est rentré samedi en étant catastrophé. Et là, il y a une colère qui me monte, mais qui n'arrive pas à prendre le dessus par rapport à la souffrance. De me dire, et excusez-moi la vulgarité, mais c'est aussi ce que j'ai ressenti sur le moment, mais le connard, il n'aurait pas pu me dire, allez en urgence à la maternité, madame, je pense qu'il y a un problème. Non, il a préféré me laisser repartir chez moi en me disant, mais c'est pas mon métier, ça se trouve, tout va bien. Et ça a été très dur à vivre. En fait, vraiment, le manque de professionnalisme, qui a été le cas pour quasiment toutes mes fausses couches. Hein, c'est vraiment. Et là, cette fausse couche, elle a été très, très dure à vivre. Vraiment. J'ai vraiment cru sombrer. Vraiment, vraiment, j'ai le souvenir d'être en janvier, en février, et de pleurer à chaque moment où j'étais seule. En voiture, quand j'allais au travail, 1 heure de trop au travail, je pleurais. Le soir, dans mon lit, je pleurais. Sous la douche, je pleurais. Je n'arrivais pas à arrêter ce flot de douleur, en fait, vraiment. Et ce que je cachais en partie à Loïc, parce que
Je savais, maintenant, j'avais appris à le connaître et à bien le connaître et je savais qu'il n'arriverait pas à gérer. Par moments, par moments, j'avais besoin de réconfort et il était là. Et au début, bien sûr, il a été là, hein. Mais j'arrivais pas à partager ça avec lui quand je disais tout à l'heure que c'était quelque chose d'intime. Finalement, on fait un bébé à deux, oui, mais la maternité, c'est quand même... c'est intime. J'ai pas d'autre mot, en fait. C'est très, très intime. Et du coup, il y a des choses qu'on ne peut pas partager. D'ailleurs, toute cette expérience m'aura coûté une amitié. Et qui était ma meilleure amie d'ailleurs, hein. Et vraiment maintenant on ne se parle plus du tout parce que je pense que ça m'a profondément changé et à un moment, de toute façon, il n'y avait personne qui pouvait vraiment m'accompagner. Il n'y avait vraiment personne. Et c'est à ce moment-là que mon gynéco, très gentiment, avec vraiment aussi beaucoup de douceur, m'a dit moi, je peux plus vous accompagner parce que ça dépasse mes compétences et je ne voudrais pas vous faire vivre à nouveau une fausse couche. Et je pense que vous avez aussi besoin de changer d'environnement parce qu'on vous rappelle trop de mauvais souvenirs. Et donc, c'est là qu'ils nous ont envoyés vers le centre enfin, le PMA, qu'on n'appelle plus ça comme ça maintenant, mais voilà, le centre de PMA à Mercy. Mais j'étais presque contente d'avoir cette PMA-là parce que en me disant, au moins on va avoir du temps. Parce que alors, j'étais pas du tout prête à repartir dans un processus, une grossesse, etc. Mais vous avez quand même été. Donc en fait, quelque part, cette envie d'avoir un bébé, en fait, elle était quand même plus forte que tout. Oui, mais surtout le dénouement de mon histoire va dire que c'était surtout plus fort que la vie. Oui, oui, il y avait quand même cette envie, même si avec Loïc, on avait eu des discussions quand même très douloureuses, de décisions qu'on a dû prendre, où on était d'accord, lui et moi, sur le fait que si j'avais pas eu d'enfant à 40 ans, on arrêterait. Parce que après, les risques pour la maman, pour le bébé, notamment de trisomie, sont très très forts. Et qui m'a dit oui, je comprends ton envie de maternité, mais il me dit moi je veux pas te perdre. Et il dit je veux pas nous perdre dans ce processus-là. Donc on l'a quand même fait. Et c'est bien fait parce que ça prend du temps, toutes ces choses-là. Et en fait, on a eu rendez-vous, c'était un rendez-vous en visio avec le docteur. On a répondu à toutes ces questions. Elle nous a un peu dit 2-3 trucs. Et elle nous a donné plein d'examens à faire. Je me souviens très bien, c'était le lendemain de l'anniversaire de Loïc, donc c'était le 15 mars. Et une semaine après, je vais rendre visite à ma copine Aline qui vient d'accoucher, toujours allée encore. Et je vais la voir seule parce que Loïc travaille ce week-end-là et je suis pas bien. Je suis pas bien physiquement. Je suis fatiguée, enfin voilà. Elle me dit ça va. Je dis non, j'ai bu un verre de vin, j'étais pas bien. Bon. Et puis à la fin du week-end, elle me dit tu serais pas enceinte? Je dis non. Je dis c'est pas possible. C'est pas possible. Je dis c'est pas possible parce que pour le coup avec Loïc on fait hyper gaffe. Alors quand je dis qu'on fait hyper gaffe, on portait pas forcément pas forcément, on ne mettait pas de préservatif. Je porte pas la pilule, mais vraiment on faisait très très gaffe. Et je dis et en plus ce moment de l'ovulation, il a travaillé de nuit, du matin, enfin bref, on se croise dans ces moments-là. Il est hyper fatigué, enfin moi ça va pas, donc c'est pas que je vais commencer à lui sauter dessus. Vous voyez, enfin à un moment on va pas comme ça que ça se fait un enfant, donc je dis non, c'est pas possible. Et puis j'avais déjà 2-3 jours de retard, mais comme avec 3 fausses couches, mon cycle était assez déréglé, je m'étais pas inquiétée. Parce que vraiment, par moment, on pouvait atteindre 32-33 jours. Donc là, on était au 30e jour. Donc pour moi, c'était pas... voilà. Et passe un jour, passe 2 jours. Donc je rentre le dimanche soir. Bon, non, voilà, non, pas parce que... Je rentre le dimanche soir, puis je dis à Loïc, tu sais, Aline, elle m'a dit que j'étais peut-être enceinte. Je dis, oh,
Moi non, je dis, bah, on est d'accord. Il dit, bah, comment ça aurait été possible? Je dis, bah, on est d'accord. Et ce qui est drôle, c'est que ça n'a rien à voir. Là, pour le coup, votre réaction n'a eu rien à voir avec les 3 premières. Rien. Rien du tout. Non. C'est C'était impossible. C'était impossible. Ce qui est drôle, en fait, dans l'histoire. Il n'y a pas eu d'inquiétude. C'était impossible. Mais vraiment, hein, c'était... ce n'est pas possible. Et comme quoi, enfin, ce qui... je ne veux surtout pas, du coup, avoir de maladresse à ce sujet pour les personnes qui auraient vécu ça, mais comme quoi le déni de grossesse peut vite arriver quand même, hein, malgré nous, et à tout le monde. Pas seulement aux jeunes adolescentes qui ne veulent pas être enceintes, c'est vraiment tout le monde. J'étais même pas... Et c'est quand elle m'en a parlé, du coup, que le dimanche soir, d'avoir verbalisé aussi à Loïc mes inquiétudes, que j'ai commencé, du coup, à pas me sentir bien le dimanche soir, à avoir des nausées. Il était du matin. Donc il part très tôt, à 3h30, il se lève et je me souviens, je passe vraiment pas une bonne nuit, etc. Et le lundi, j'avais cours seulement à 11h. Et je me lève, je suis vraiment pas bien. Et effectivement, comme quand j'étais la dernière grossesse. Et là, je me dis, mais quand même, c'est bizarre. Et là, il y a à nouveau un instinct qui est là, il me dit, mais punaise, mais peut-être que si. Et je descends en bas de l'immeuble, il y avait un match. J'achète un test de grossesse. Et là, il est positif. Et j'appelle Loïc. Je lui dis, putain, je suis enceinte. Et là, il me dit, alors, soit tu me trompes, soit t'es immaculée conception, soit c'est une grossesse nerveuse. Je lui dis, mais t'es con, c'est pas possible. Je dis, mais déjà, je te trompe pas. Il me dit, mais Aline, c'est pas possible. Je dis, écoute, tu veux que je t'envoie une photo du test de grossesse? Je suis enceinte. Et il me dit, ça va? Oui. Et puis je suis partie bosser comme ça. Mais sans que... Je sais pas comment dire en fait. Oui, c'était pas réel, en fait. Ouais, non, c'était pas réel. Non, 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 non. J'ai pas eu le temps d'avoir peur, etc. Mais parce que quand on veut tomber enceinte, il y a tout un process. Et on regarde l'ovulation, et il y a tout un process. Le bébé, il est déjà né dans la tête. Quand on sait qu'on est enceinte, il est dans le cœur. Et après, il n'y a plus qu'à pousser. Mais là, il était même pas dans ma tête. Alors, c'est juste un bâton sur lequel j'ai fait pipi, en fait, pour le moment. C'est juste ça. Et voilà. Et le lendemain, le mardi, j'avais rendez-vous chez mon médecin pour toute autre chose. Et là, je lui ai dit, en fait. Et donc, j'ai fait une prise de sang. Et le soir même, j'avais les résultats. Et j'étais bel et bien enceinte. Et là, j'avais changé d'équipe médicale. J'avais refusé tout traitement concernant mon trouble de la coagulation. Et vraiment, je me suis dit, on va voir. On va voir. On va voir comment ça se passe. Et ça s'est passé. Je vous cache pas qu'à chacune des échographies, surtout les premières, j'étais très, 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 très stressée. Que je continuais à aller voir mon cher Mathieu Gargano pour faire de l'acupuncture, pour éviter que le stress ne touche trop le bébé. Et jusqu'au premier rendez-vous, le premier trimestre avec le gynéco, les premières vraies échographies, celles où on voit vraiment un petit fœtus. Et là, voilà, c'était parti. Et après, j'ai kiffé ma grossesse. Voilà, c'était comment alors après? Là, c'était bien, c'était bien. C'était vraiment le ventre qui pousse. Voilà, après... les interdits alimentaires, tout ça, ça se vit parce que je crois que j'avais tellement envie de les vivre que voilà, c'est comme ça. Après je disais plus ça à un mois de la naissance de Julia où j'avais un ventre énorme, j'avais mal au dos, j'avais mon hernie discale qui finalement était déjà là, j'avais l'asiatique j'ai eu l'asiatique toute ma grossesse, donc voilà, j'avais quand même pas eu une grossesse hyper pompée d'up quoi, hein, voilà, mais pas non plus hyper difficile comparé à certaines femmes qui doivent être alitées, etc. Mais du coup, je l'ai quand même bien vécu. J'ai pris des photos de mon ventre. Enfin voilà, j'ai vraiment, c'était le rêve de ma vie. Donc je l'ai fait quoi, avec toujours quand même ce côté un petit peu hallucinant de me dire mais
il y a la vie dedans. Il y a un bébé qui vit, qui grandit grâce à moi. Donc, la magie était en train d'opérer, vraiment. Et ça avait quand même balayé beaucoup. Du coup, et vous l'aviez dit tout à l'heure, il y avait ma vie d'avant et puis il y a ce que je pense maintenant. Et c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, finalement, je suis tombée enceinte à un moment où j'étais mais au fond du trou, au fond du trou. Et finalement, c'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver, c'est-à-dire de quelque chose qui n'était pas programmé, où j'ai pas trop réfléchi, où j'ai pas trop appréhendé. Et pour le coup, la vie m'a fait doublement un cadeau, c'est-à-dire que j'ai eu ma Juju d'amour et là, voilà, de façon très naturelle, elle est arrivée. Et j'ai toujours su que c'était une fille aussi, ça je le savais. Okay. Dans ma lignée familiale, j'ai pas été surprise le jour où on m'a dit ce serait peut-être une fille. Un mois plus tard, on m'a dit c'est bien une fille. Oui, je ne pouvais avoir qu'une fille, c'est pas possible autrement pour moi. Est-ce qu'à ce moment-là, vous communiquiez ? Oui, parce que je vous disais, même avec ma première grossesse, finalement, même avec ce petit bébé qui n'avait plus de battement de cœur, je communiquais déjà. Donc, j'ai communiqué à chacune de mes grossesses. Ouais. Et c'est resté même un principe de vie dès le début, des premières heures, des premiers jours de Juju, et encore maintenant. Et encore maintenant. Je lui parle, je lui susurre des mots, des fois. Des petites choses, moment d'aller se coucher, quand on est toutes les deux, quand elle boit le biberon et qu'elle est dans mes bras. Ouais. Comment c'est aujourd'hui ? Vous parliez au tout début de votre idée que vous vous faisiez d'une famille. Comment c'est aujourd'hui, c'est... En fait, c'est tellement de choses en même temps que j'ai du mal à trouver les mots. C'est évident, ça oui, c'est évident. C'est évident dans les principes de parentalité que je mets en place. C'est évident dans ce que je dois faire, comment je dois faire. C'est très souvent aussi déroutant parce que très vite, on découvre que ce sont des petits êtres à part entière et que de plus en plus avec un caractère, avec des moments, voilà, des émotions aussi à eux. Donc, il y a des moments où je suis quand même démunie face à ces émotions, face à ce qu'elle vit, à comment elle le vit. Mais pour ça, j'ai un groupe, les Mama Power, c'est notre groupe WhatsApp. Parce qu'il se trouve qu'avec deux de mes amis, de mes meilleures amies, on a eu des petites filles toutes les trois en 2021. Donc on partage nos désarrois, nos nuits écourtées, nos petites blagounettes, notre amour inconditionnel et incommensurable. C'est génial. Voilà, ouais. Et donc voilà, commencer aujourd'hui, c'est ça. C'est je me rends compte que aujourd'hui, le samedi soir, quand ma Juju, pourtant c'est une couche tôt, donc 18-9h30, elle est au lit, même si Loïc il travaille et que je suis toute seule à la maison, ça ne me pose aucun souci de ne plus avoir la vie agitée que j'avais avant. Même si je suis encore en phase de retrouver un équilibre. Parce que suite à mon accouchement, j'ai quand même eu des soucis de santé, une hernie discale paralysante. J'ai été hospitalisée à 3 mois elle avait 3 mois. J'ai été opérée, elle en avait 5. Donc j'ai été à la maison plus que de raison, en tout cas plus que ce que j'aurais voulu. Parfois immobilisée en plus, donc ça n'a pas été simple non plus de gérer ça. La nouvelle Aline, où je suis, où je me retrouve, je ne suis pas que maman. J'aime être maman, mais je ne suis pas que maman. Et je suis encore en découverte. Je suis encore, et je dirais même pas, je suis en pleine découverte. Parce que la première année de la vie d'un enfant, on est exclusivement quasiment que maman, parce que c'est très prenant.
Et là qu'elle commence à grandir, je ressens l'envie de ne plus être que maman. Et donc voilà, il faut retrouver un équilibre. Et c'est pas facile. Parce que je vous disais tout à l'heure, j'ai perdu une amitié, mais j'ai perdu aussi des gens au passage parce que je suis nécessairement plus la même, je suis plus aussi disponible. Forcément. Et du coup, ce que j'ai à offrir aujourd'hui ne convient plus à certaines personnes, ce que je respecte totalement. Mais c'est vrai que ça reste, c'est néanmoins douloureux, en fait. Même si je respecte leur choix ou leur nouveau comportement vis-à-vis de moi, ça n'empêche que ça reste un peu douloureux. Et voilà, et par moments, on a aussi besoin avec Loïc de se retrouver en tant qu'amoureux. Donc c'est aussi pas facile, ça, je trouve, quand on a un enfant, enfin, là, je trouve quand même que depuis qu'elle est née, alors les premières semaines, oui, hein, on est dans notre petit cocon, etc. Mais après, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile parce que la fatigue est tellement là que il faut on tombe vite dans un travers d'en vouloir à l'autre, de ne pas en faire assez. Ce qui, entre nous, est quand même une réalité quand même de mon cher et tendre, qui ne se rend pas compte. Mais c'est quand même difficile de se trouver du temps. Parce que des fois, quand on a du temps, moi qui adorais appeler mes copines ou faire des choses, maintenant, des fois, juste ne pas parler, juste retrouver 10 minutes, un quart d'heure à soi, juste de soi et soi, d'un entre-soi, c'est aujourd'hui du luxe. Et donc, quand je l'ai, ben, je le prends, plutôt que des fois d'aller même discuter avec mon chéri. Vous voyez, donc c'est pas toujours simple. Et en même temps, là encore, je trouve que c'est normal parce qu'on a été d'une certaine façon, et vous, pendant 39 ans. Et c'est exactement ce que je disais la dernière fois à une amie. C'est qu'en plus, mes amis, et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être un peu plus violent pour moi, c'est que certains amis, certains, oui, mes proches m'ont connue comme ça. J'ai eu cette vie-là jusqu'à mes 39 ans. Donc oui, c'est dur d'un coup d'un seul, en l'espace de finalement quelques mois, quelques années, de me retrouver dans une autre vie qui me va complètement. Oui, hein. Même si je sais que certaines personnes rigolent parce que je passais d'un appartement que j'avais acheté à Metz, près de la gare, où je pouvais sortir, etc., à une maison à Rombart. Oui, mais j'y suis heureuse et je suis bien et j'aime ça. Mais c'est vrai que c'est difficile, oui. D'autant plus que ça a été long pour moi. C'est difficile pour l'entourage, mais avant que ce soit difficile pour l'entourage, c'est difficile pour vous aussi. 14 mois, dans une vie, c'est rien. C'est normal d'être encore en plein dedans et en découverte, en fait, de qui je suis. Et puis, elle vous teste tout le temps. Ah, tous les jours. Ouais. Non, et puis il y a des moments où, en fait, c'est pas parce que moi je commence à vouloir retrouver un équilibre que aussi les gens à ce moment-là sont disponibles on a tous nos vies, nos difficultés, voilà, on est pris par certains moments, par certaines choses, voilà. Et du coup, il faut juste que je retrouve un équilibre. Je suis en train, tout doucement. Puis à un moment, ça me fait un peu plus mal que d'autres et voilà. Et il suffit que je rigole avec ma fille, que je joue et je me dis, bon, tranquille, elle est là. Un pas après l'autre. Ouais. Au final, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Un pas après l'autre. On arrive sur la fin du podcast. S'il y a quelque chose, je laisse toujours l'opportunité à la personne de dire, si elle avait quelque chose à dire à quelqu'un. Ce quelqu'un, ça peut être aussi un groupe de personnes. Des personnes qui essayent de tomber enceinte mais qui n'y arrivent pas. Des personnes qui aimeraient devenir maman mais qui en fait les rencontres font que elles n'y arrivent pas. Je sais pas. À qui votre message s'adresserait? À toutes ces personnes finalement, parce que à ce groupe de personnes, on peut aussi rajouter certaines personnes qui font un peu consciemment le mauvais choix de la mauvaise personne par peur d'être seule, de ne pas pouvoir rencontrer mieux. Ça arrive souvent. Oui.
Et donc, en fait, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous presse. On est tous, moi y compris, encore aujourd'hui, pressés d'avoir l'idéal qu'on s'est fixé, de vivre certaines choses. On est pressé de voir les gens, on a hâte. Et en fait, on vit tellement dans ce monde d'apparence où les gens veulent nous faire croire que tout est beau et qu'on peut tous, je le dis sans que ce soit mon idéal, mais vivre à Dubaï en gagnant des millions d'euros. Évidemment, je caricature, mais même, enfin, nous, on ne regarde pas ces influenceurs, mais nous aussi, finalement, il y a des personnes qu'on connaît, qu'on suit et qu'on idéalise à notre niveau. Et du coup, je voudrais juste en fait, savoir prendre le temps et de se retourner un petit peu sur soi et d'être en mesure d'apprendre à se connaître et de s'aimer avec l'aide d'une Émilie formidable ou de quelqu'un d'autre. On ne peut pas tous venir vous voir, sinon après on n'aura plus de rendez-vous. Et puis, je ne suis pas faite pour tout le monde. Exactement, j'allais dire c'est une question de rencontre. Ouais, c'est une question de rencontre. Donc avec vous ou avec une autre Émilie, voilà, une autre Émilie, mais quelqu'un qui puisse nous accompagner et qui soit bienveillant. Et voilà, de se retrouver, de se connaître, d'apprendre à s'aimer. Et même si ça arrive plus tard, l'important c'est que ça arrive, en fait. Et si ça n'arrive pas, je crois que c'est quand même malgré tout un travail d'une vie de faire ce deuil-là et d'essayer d'avancer malgré tout. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Je pense vraiment qu'on peut toujours se réaliser. Après, la vie m'a appris que... Là, vous voyez, Julia est là, ma juge d'amour. Et plus que jamais, c'est l'absence de mon frère qui ressort encore plus. Me dire qu'elle connaîtra jamais son tonton. Donc, vous voyez, il y a toujours quelque chose. Et donc, je me dis, voilà, toujours continuer à avancer. Mais ça coûte. Voilà. Sans idéaliser, juste être soi un jour après l'autre, un pas après l'autre. Et ne pas idéaliser. Ouais, en fait, c'est ça. Ne pas idéaliser et apprendre à s'aimer. C'est beaucoup de conseils, tout ça. Puis je suis pas très claire parce que je suis un peu envahie par mes émotions. Mais Ouais, mais je pense que le message, il est passé, il est super beau. Merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. C'est pas anodin, c'est pas un hasard. Je pense que j'avais vraiment aussi, moi, besoin de revenir retracer tout ça pour avancer aussi dans ma transition, pour évoluer dans ma transition. Et puis, quelque part, c'est un cadeau aussi pour Julia. Oui. Vu que le podcast, il sort le jour de son 14e mois, c'est fêter la vie aussi, tout ça. Parce que la vie, elle est faite de haut, de bas, de souffrance, de joie. C'est un mélange de tout ça. Donc, merci. Et vu que vous êtes le premier podcast, un mot qui serait votre mot pour cette année 2023. Équilibre. Ok, alors je vous souhaite beaucoup d'équilibre pour cette nouvelle année. Merci beaucoup.